Une petite vidéo sur Houdini pour vous montrer une technique assez simple et très efficace pour simuler un passage dans ZBrush par exemple pour faire des rochers avec l'aspect trim, l'aspect poli. Donc comme d'habitude dans Houdini, on va maximiser un peu le network, appuyer sur P pour avoir les paramètres sur le côté et c'est parti. Premier node, on dit qu'on crée d'abord une géométrie, géo. Je vais le renommer, je vais l'appeler rock. À l'intérieur de cette géométrie, je double-clique. Je vais commencer par quelque chose de très simple, c'est-à-dire une sphère. Et cette sphère, en fait, je vais la déformer un peu. Donc on y va, sphère. Je vais la mettre en polygone pour avoir cette subdiv là. 2 de fréquence. Pour l'instant, il n'y a pas assez de poly pour la déformation, mais je commence par un objet simple. Mountain. On fait tout de suite un petit mountain. Et en fait, on va lui donner un aspect patate à cette sphère. Voilà. Donc le mountain, c'est toujours pareil, c'est un bruit qu'on applique sur les points en fonction de la normale. On ajoute la nouvelle position à la position existante, le type de noise, on va laisser un simplex. Donc en gros, le deux trucs les plus importants pour les noise, c'est l'échelle du bruit, du noise, et son amplitude. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il suffit juste que ça ressemble plus à une sphère. Voilà. J'ai fait un rocher patate. Après un mountain, il est fort conseillé de faire un fuse pour ressouder tous les points. Après ça, on fait un remesh qui lui va nous permettre de remailler l'élément et on va mettre un remaillage quand même assez petit, 0,03 par exemple, ça va faire ça en fait c'est le target size, c'est la taille ciblée. La taille ciblée de quoi? De la longueur des edges. Donc plus on court, plus il y a de facettes, logique. Super. Ensuite, je vais placer cette sphère au-dessus du sol avec un transform. C'est plus une sphère d'ailleurs, c'est plus une patate. Mais bon, je vais la placer à 1 par exemple. Voilà, c'est bon, elle est au-dessus du sol. Là, je vais la casser en morceaux avec un fracture Voronoi. Fracture Voronoi, il demande en entrée deux choses. La géométrie qu'on veut casser et ici des points. Des points qui sont sur la surface ou dans la surface, c'est encore mieux. Et pour faire ça dans la surface, on fait un VDB from polygon, c'est-à-dire que grâce à ce node, je passe en voxel. Ce voxel, je le passe en fog. Dans le fog, je fais un scatter. Et je choisis un nombre de points. Et le nombre de points donnera le nombre de débris. Peut-être que pour que ça aille vite, je vais m'en mettre que 4. Voilà. J'ai donc ici 4 morceaux qu'on ne voit pas, mais dans le fracture Voronoi ici, on peut cliquer là-dessus, sur cette petite goutte ici, qui nous permet de voir les différentes pièces. Voilà, il a donc créé 4 pièces. Vous ne le voyez pas, mais en fait, il a créé, voyez, les surfaces intérieures. Donc voilà, c'est très bien. À ce stade, ça suffit pour la suite. Donc ici, on peut marquer notre network avec un nul. Un node qui n'a pas d'effet, mais c'est juste un élément visuel. On peut l'appeler Ready for Sim. On est prêt pour la simulation. On va cliquer les bleus dessus, le sélectionner, aller dans Rigid Body et cliquer sur Rigid Body Object. Après ça, Houdini nous aide. Sélectionner les objets. On clique là. Donc on sélectionne l'élément. Et après, Press Enter, on appuie sur Entrée. Et ça y est, c'est fini. Si je fais Play, on voit l'objet tomber. D'accord? Super, mais il n'y a pas de sol. Donc on rajoute un sol. On va dans Collision, on clique une fois sur sur Ground Plane. Et on peut le cacher, le sol, ça y est, il a été automatiquement ajouté dans la simulation. Si je fais play, on voit mes morceaux qui tombent, voilà, qui prennent une pause. Et puis on va dire qu'à partir de la frame 140, ça bouge plus, ils sont calés. Et donc c'est cette frame référence qui va me permettre de continuer mon flow. Donc ces nodes-là, il ne faut pas les supprimer, mais on va les mettre de côté. On retourne dans le rock et on voit qu'il a rajouté, quand j'ai fait mes rigid body et tout ça,
Il a rajouté un node de rest, un node d'assemble et un dop import. En fait, le dop import, lui, il va chercher dans la simulation le résultat. Donc en gros, entre ici et là, il a simulé. On a donc tout ça. Je sais plus, j'avais dit 140, un truc comme ça, à peu près. Ça n'a pas tellement d'importance, mais choisir une frame où tout est stabilisé, on va dire. Ok, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, premier truc, on pourrait éditer à la main si on voulait. Par exemple, on pourrait sélectionner un bloc, celui-là, et faire T comme transform, et le déplacer, le repositionner, par exemple, si on le souhaitait. Attention, je me suis trompé d'axe. Voilà. Voilà. Donc là, ce serait une édition manuelle, hein, le côté contrôle artistique. Ou pas, je peux le désactiver ou l'activer, ce node edit. Donc c'est pas ce qui m'intéresse. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le fameux traitement dont j'ai parlé, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, en fait, quand on a fait le assemble, etc., on a une géométrie qui est packée, donc il faut l'unpacker. On fait donc un unpack pour récupérer nos triangles, nos polygones éditables. Et là, normalement, si on fait Shift W avec la souris dans le viewport, hein, on fait un toggle wire shaded. Et on retrouve voilà nos morceaux avec la subdiv qu'on avait fait. Puis il y a 0 subdiv sur les faces qui ont été créées, c'est normal. Mais voilà où on en est. Là, on va faire un traitement pour chaque morceau. Donc on va utiliser une boucle for each connected piece pour chaque morceau interconnecté. Ce qui fait que ce traitement ici va se faire pour chaque morceau. Et tout ce qu'on va faire comme traitement, on va le mettre entre les nodes orange. Il s'appliquera au premier morceau aussi bien qu'au deuxième jusqu'au dernier. De cette manière, ça c'est ce que la boucle va faire. Je vous montre les passes comme ça. Elle va traiter le premier, deuxième, troisième, et à la sortie, elle aurait traité tout le monde. Ok. Donc ici, cette boucle, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je voudrais vous montrer quelques petites techniques intéressantes. D'abord, on va remesher une deuxième fois. Remesh, je ne l'ai pas. Je le cherche. Voilà. Donc lui, il va me permettre de recréer du maillage et on va y aller généreusement parce qu'on travaille directement sur le haut def. Donc target size, 0.0, je sais pas, peut-être même 0.01. Ça me paraît pas mal, il y a pas mal de subdiv, on va voir. Après avoir fait ça, je vais faire un edge damage. Edge damage, ça c'est la nouveauté, c'est un labs tool. Si vous n'avez pas le labs tool installé, c'est gratuit, hein, c'est SOEDFX qui les fournit. Ce sont des outils assez fantastiques pour ceux qui font du temps réel, des jeux vidéo. Les Labs Tools, pour les installer, si vous ne les avez pas, il faut d'abord faire apparaître ce nouvel onglet en allant sur la petite croix plus, Shelves, cliquez sur SideFX Labs. Après ça, l'onglet SideFX Labs va apparaître, mais il sera vide. Il y aura juste la petite manette. Vous cliquez sur la manette, vous faites Update, vous relancez Houdini et c'est bon, vous avez les Labs Tools. Et c'est assez fantastique tout ce que ça offre comme possibilité. On y va. Sur le Edge Damage, qui est un Labs Tool, on peut faire Visualize Damage, comme ça on voit les zones où il y a du dommage, et on voit qu'ici il abîme les edges avec cette procédure. Et donc ici, augment, hein. On peut augmenter le Edge Damage, bien sûr. On peut changer la résolution. Il faut y aller gentiment avec ces paramètres. Voilà. Bon, le Edge Damage est un peu lourd, hein. Il prend au moins une demi-seconde à calculer. C'est assez, ça vous paraît court, mais s'il y avait 5000 morceaux à traiter, il faudrait faire attention, vous allez voir après. Bon, voilà, tout ce qu'on peut faire avec le Edge Damage, après, peu importe, hein, mais voilà ce que j'ai avec, voilà ce que j'avais sans et avec. Donc première chose, ça a fait un genre de chanfrein avec, il y a du bruit, en gros. Par-dessus, on va rajouter un mountain, parce que là, c'est un peu lisse sur ces faces-là. Alors pourquoi pas les laisser comme ça, hein, si vous voulez un truc qui a été taillé, je sais pas, ou un truc avec un minéral très haute densité, pourquoi pas aussi. Mais si vous voulez du bruit en plus, vous pouvez rajouter un mountain. Mais le problème, et ça il faut le savoir, c'est que quand on fait edge damage, il crée une peau, il crée une enveloppe. Vous voyez, la surface, il y a une surface intérieure, une surface extérieure.
Donc attention, le Edge Damage a coché dans Edge Damage à la fin dans Post Processing Extract Largest Piste, pardon, je vais y arriver, qui nous permet de garder que le gros morceau, donc l'enveloppe externe. Alors, je coche ça et l'enveloppe interne a disparu. Sinon, vous êtes bon pour avoir des artefacts, des problèmes, de la géométrie en double, enfin bref, pas cool. Donc derrière, ce qu'on peut faire, c'est un autre mountain, mais cette fois pour faire un aspect de surface. Donc je rajoute un mountain, et par contre je vais y aller très léger dessus. Éventuellement, je pourrais mettre des valeurs comme... alors, c'est toujours pareil, c'est du noise, hein, donc le noise c'est de l'amplitude et de la fréquence. Donc l'amplitude, on va mettre 0,1. Et le size, bah, je vais le déplacer jusqu'à ce qu'il me convienne. Je vous rappelle qu'il y a plein de noise dans Houdini qui sont super. Là, c'est le simplex parce que c'est exactement ce que je veux, mais il y a j'utilise beaucoup en procédural, pardon, le Worley Cellular F2 F1 qui permet d'avoir des motifs de un peu de roche comme ceci. Alors, je peux pas bien vous le montrer dans cet exemple, mais je sais pas si vous arrivez à voir le genre de motif que ça fait. Là, c'est pas approprié pour faire ça. Il aurait fallu que je fasse d'autres manips, mais bon, c'est le noise. Worley, il est excellent. Donc je retourne sur mon simplex. Il est en additif. Voilà. Alors il a une amplitude faible, même très faible. Un petit peu plus quand même. Mais... ok. Et son échelle. Bon, voilà. Là, mes morceaux de roche, du coup, sont plus tout à fait lisses, hein. Je vous montre avec ou sans. Ok, super. On passe à la suite. Après le mountain, il est toujours conseillé de faire un fuse. Ça fait pas de mal. Fuse. Après le fuse, bah, on pourrait s'amuser à polir. Alors c'est là qu'on fait le traitement. Sharpen. Labs Mesh Sharpen. Extrêmement utile ce node. Regardez. Alors, Shaded. Regardez comment il a transformé ma pierre de ça à ça. Ok, donc il y a donc le step size qui est le taux ici d'étirement. Donc je vais tirer un peu pour sharpen les edges. Mais je vais aussi smoother un peu, c'est-à-dire relaxer la géométrie pour ne pas non plus perdre tous mes détails. Et puis vous essayez de trouver un bon compromis entre les deux. Ça fait un excellent travail sur la matière. Voilà. Là, je trouve ça intéressant comme ça, par exemple. Ok, et puis il faudrait prendre un peu plus de temps du coup pour le pousser. À ce stade, je vais quand même sauvegarder. Houdini test. J'ai un petit répertoire ici. Je venais d'en faire un, donc j'en fais la vidéo pour vous montrer. Et maintenant, si je clique bleu sur la fin de ma boucle, eh bien, il va traiter tous les morceaux. J'en ai fait que 4 exprès pour que ça aille vite. Et là, ça y est, il calcule. Pour chaque morceau, il fait le edge damage, le mountain, le fuse, etc. Et bah, ce qui lui pique un peu à chaque fois, c'est le edge damage parce qu'il passe par des voxels. Mais vous voyez, c'est déjà fini. Il a traité chacun des petits morceaux de la même manière. Alors oui, c'est du haut def, mais c'est très bien. Ça me va très bien. Ça, ce sera mon high. Ce que je pourrais faire, c'est qu'éventuellement ces morceaux seraient posés à travers le sol. Ça, c'est éventuellement. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ce que je peux faire, c'est les enfoncer dans le sol, en les descendant de moins 0,5 ou moins 0,2, moins 0,1, légèrement quoi. Je les fais traverser le plan, je les abaisse pour ensuite les clipper à 0. Clip, c'est un plan de coupe que lui va être à l'origine. Ce qui me permet de couper tout ce qui dépasse en dessous. Pourquoi pas. À ce stade, j'ai terminé. J'ai terminé en tout cas mon haut def. Donc je peux faire un nul qui s'appelle high. Un nul qui s'appelle low. Comme ça, je m'y retrouve dans mon flow. C'est peut-être plus visuel encore. Donc le high, il est prêt. Le low n'est pas prêt du tout parce qu'il n'est pas low d'abord. Donc première chose, le faire low. Le faire low, ça veut dire réduire les polygones. On a un très bon réducteur de polygones qui s'appelle polyreduce. On peut lui dire qu'on veut par exemple 50% des polygones, 10%, ou on peut spécifier un polycount dans target en disant output polygon count, et on lui dit qu'on veut par exemple 2500 polys pour nos rochers.
et il s'arrange à répartir nos triangles pour obtenir ce polycande final. Super. Une fois qu'on a fait ça, il nous faut des UV pour le lot, c'est obligatoire si on veut transférer les détails, si on veut le texturer pour beaucoup de choses. Donc UV, et là comme d'habitude c'est du procédural, donc c'est de l'UV automatique, donc ce ne sera pas très très beau, mais ce ne sera pas non plus quelque chose d'inacceptable. Set View UV Viewport. J'ai scindé ma vue en deux en cliquant là et en choisissant de la scinder ici en side by side, juxtaposé. Ensuite, dans cette vue-là, qui était la vue top, j'ai cliqué là, j'ai fait Set View et j'ai choisi UV Viewport. Et dans mon UV Viewport, toujours pareil, à côté, je fais Display. Et je lui dis, montre-moi s'il y a des overlaps. Ah, c'est pas bon. Un overlap, ça veut dire que des faces se chevauchent dans la vue, dans les UV, dans leur espace UV. Et ça veut dire que des faces partagent les mêmes coordonnées. Donc, c'est la catastrophe. Alors, c'est pas très grave parce que ici, dans l'auto-UV, on va juste permettre à l'algorithme. Alors, c'est quoi auto-UV, hein? D'abord, c'est un node qui fait un peu tout, c'est-à-dire il va faire des coutures, il va découper aléatoirement, il va unfold, il va déplier les éléments et ensuite il va les layout, c'est-à-dire les mettre ici, les faire rentrer dans la vue sans qu'ils se touchent, etc. Il fait tout ça pour nous et en fait il y a des réglages ici. Faites attention à ne pas descendre en dessous de 0,1 dans ces deux réglages parce que vous allez tuer la machine et faire cracher. Mais le merge threshold ici nous permet par exemple de lui permettre, enfin c'est un threshold, c'est un seuil, donc on peut lui permettre de faire plus de découpes. Si je fais 0,3, voilà, j'ai plus d'îlots, donc évidemment du coup je me suis débarrassé des overlaps. Mais il y a aussi une option intéressante qui est merge small island, c'est-à-dire les petits îlots comme ces petits trucs là, il va essayer de les recoller. Merge, donc c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, donc oui, alors pourquoi on les recolle? Pour avoir moins d'îlots. Plus on a d'îlots, plus on a d'espace, plus on a d'interstices, de petits trous comme ça, et plus on a de trous, plus on a de pixels gâchés. Gâchés puisque c'est des endroits où on pourrait mettre de la texture et on peut pas. Parce que c'est déplié comme de cette manière. Donc c'est pas très très grave. De toute façon, il y a aussi des fois où on n'a pas trop le choix, on est obligé d'avoir des îlots et c'est logique. Mais de manière générale, la règle, ce serait donc d'éviter d'avoir trop d'îlots, donc de perdre de l'espace, parce que si on perd de l'espace, on perd finalement de la résolution sur la texture de l'objet. On pourrait dire que c'est du gâchis. Un petit CTRL S, c'est presque terminé pour cette première démo rapide. Avant d'exporter, on va recalculer les normales avec un node normal, avec une valeur de 60, c'est très bien, par défaut. Voilà ce qu'on obtient. On a d'un côté le low et de l'autre côté le high. Ce que je fais en général à ce stade, je clique bleu sur le high pour le visualiser. Je clique violet pour voir en surimposition le maillage du high. Et je vérifie qu'il n'y ait pas d'aberration, de problème. Les deux surfaces finalement doivent coller le plus possible pour que le baking puisse se passer dans les meilleures conditions. À ce stade, c'est terminé. Je fais un FBX. FBX ROP Output. Donc j'exporte en FBX. Un maillage que je vais appeler New Rock Low. New parce que j'en ai fait un juste avant pour préparer le TP. Et un New Rock High. FBX. Le $IP, c'est important de le laisser parce que c'est un chemin relatif. Ça permet de récupérer une variable d'environnement qui représente le pass du projet, le chemin. Ça, $i, en l'occurrence, ça représente disque F, Houdini, etc., Rock Polish. Voilà, en fait, ça l'enregistre au même endroit que le fichier IP. Pour exporter, je prends les deux nodes et je fais Save to Disk. Et pour vous montrer que ça marche, on va ouvrir Painter et baker les informations. On est dans Painter, on fait File New. On va chercher le New Rock Low. Il met beaucoup de temps à s'ouvrir. Oula. Bizarre, je sais pas pourquoi. Non, c'est bon, j'ai bien mes UV, j'ai tout ce qu'il faut. On dirait qu'il y a des micro-pétouilles quand même là.
Ok, on va aller vérifier un truc. Que se passe-t-il? Je vois des trucs bizarres. Le remesh devrait pas faire ça. Je vais me mettre en wireframe, vérifier qu'il n'y a pas de... Non, c'est peut-être juste une impression, alors on va voir. Non, là il y a un truc. Non, c'est bon, c'est le lissage. Non. Ça a l'air d'être le lissage. On va vérifier au baking. Layer, pardon, texture set settings, backmesh map. On fait du 2048, ce sera suffisant. On va chercher le modèle haute def. Ouvrir. On va mettre légèrement d'anti-aliasing et on va baker. Donc comme je bec les normales, du coup, ça devrait corriger les petits soucis. Non. Alors c'est sur ce rocher là, sur le côté, il y a un truc là. Alors. Eh oui, en effet, il y a un triangle un peu bizarre ici. Ok. Alors en polygone réduction 2500, on va mettre 2510. Alors bon, 2500. On va utiliser l'option utiliser les positions originales des points, ce qui va éviter ces petits edges un peu bizarres. Waouh. Non, il y a un problème là. Alors, qu'est-ce qu'il a ce lot? D'accord. J'étais un peu trop fort sur le mountain, visiblement. Alors, le mountain. Je désactive le mountain, je pense que c'est lui qui est fautif. Alors, par contre, à chaque fois, ça recalcule tout, bien sûr. Le mountain a un petit peu abîmé mes edges parce que j'ai mis trop de polish en fait. Trop de... Alors, le edge damage, il est bon. Ensuite, le mountain. C'est bon aussi. Et en fait, quand j'ai fait le sharpen, je l'ai fait un petit peu trop fort. Vous voyez ce que ça fait? Il y a des faces qui passent à travers les unes des autres. Donc ça veut dire que je dois monter un peu le smooth. Le smoothing itération. Voilà. Et peut-être baisser un tout petit peu le sharpen. Pour éviter ces problèmes. Ok. Augmenter le nombre d'itérations. J'augmente le smoothing. J'ai été trop dur avec mon mountain. Il est où? Amplitude. Je regarde ce que ça donne. Donc là c'est bon. Là j'ai quand même ma surface, vous voyez qu'il y a du bruit ici. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. Je fuse, je sharpen. Ok. Donc le sharpen devrait plus trop bugger maintenant. Non, c'est mieux. Ok, donc je sharpen. On peut smoother, pas smoother. Ça dépend de ce qu'on veut. Moi là je trouve que c'est pas mal du tout. Je réactive la sortie de la boucle. Donc ça calcule. Là il va faire les 4 morceaux les uns après les autres. Ça y est, c'est terminé. Donc je le passe, je descends mes blocs, je les coupe. Allons bon, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une fausse manip. J'ai dû faire échappe sans faire exprès pendant le calcul. Ouais, c'est bon. Je clip
Donc j'enlève, mais ça c'est uniquement dans le cas où on veut les poser dans le sol. Donc ça c'est mon high, je polyreduce en espérant qu'il n'y ait plus d'aberration. Normalement le polyreduce ne fait pas d'aberration, hein, sauf s'il y en avait déjà avant. Ensuite le auto UV, on va revérifier les UV, qu'il n'y ait pas d'overlap, c'est bon. Le calcul des normales et l'Europe. Ok. Donc pour mettre à jour, je sectionne les deux nodes, je refais Save to Disk, je retourne dans Painter, je mets à jour dans Painter en faisant Edit, Projet Configuration. Je vais retourner chercher le même lot, ouvrir, hop. Donc là je l'ai mis à jour. Donc tout a explosé parce que tout simplement le baking a changé, les UV ont changé, le baking n'a pas changé, pardon. Donc on relance le baking, donc on le réouvre et on refait bec et c'est fini. Donc là j'ai récupéré les détails du haut def sur ma surface simplifiée. Et si je voulais le texturer de manière procédurale, ça prend très peu de temps. Il faut un minimum peut-être de 3 fill layers. Donc, commençons par le premier. On va choisir une teinte de départ. Enfin, une roche peut-être un tout petit peu légèrement bleutée. Ok. On choisit de la roughness initiale. Donc non, c'est pas brillant, c'est pas humide, c'est pas non plus complètement mat, mais ça me paraît pas mal. Deuxième layer, on le sélectionne, on va lui faire hériter de la couleur du premier en la modifiant un peu. Donc je fais la pipette, ou maintenant dans le nouveau Painter, il y a aussi la possibilité de faire une palette de couleurs. Je vais faire une couleur un peu plus claire. Et ce layer, je vais le masquer, Black Mask, clic droit dans le masque, générateur, curvature. Je vais donc pouvoir démasquer cette couleur avec l'information de curvature en utilisant la première chose, la balance de couleur. Attention, là j'ai laissé, je veux modifier que la couleur, hein, je laisse que la couleur. Donc j'étais en train de dire dans la curvature, je peux utiliser donc ce système là de balance, ça permet de doser ça. Le contraste, si on veut atténuer ou non. C'est pour du stylisé par exemple, c'est intéressant de jouer là-dessus. Donc voilà, et une fois que vous avez trouvé le réglage qui vous convient, vous pouvez choisir ensuite l'opacité générale de ce calque pour atténuer un peu l'effet. Dernier calque, on va utiliser une couleur un peu plus foncée, donc je vais, là aussi on fait que de la couleur dedans. On va utiliser cette couleur initiale et prendre une variation. On va de la même manière masquer, ajouter un générateur et puis on va utiliser Dirt. Et ça me permet d'avoir ici des variations sur la surface. Donc le Dirt, de la même matière, il a un niveau, un level. Il a un contraste. Le grunge augmente la quantité ici de bruit avec l'échelle de ce bruit. Un bruit qui vaudrait mieux utiliser en triplanaire, use triplanar. Et ensuite, c'est déjà pas mal. On pourrait aussi s'amuser à utiliser la normale qui a été béquée, pourquoi pas. Donc ça, par exemple, on peut activer micro normal, true, aller en bas dans la map de micro normal, aller chercher la normale qu'il a calculée. Je tape norme et je devrais trouver une map un peu comme celle-là, mais elle est là, la map de normale, qui a été calculée lors du baking, et du coup elle peut intervenir dans le dirt grâce au micro detail avec le curvature intensity. Le radius de l'ambient occlusion, et puis avec ça vous pouvez vous trouver un réglage intéressant pour doser l'ensemble. Et puis de la même manière, quand vous avez fini, que le réglage vous convient, vous pouvez aussi atténuer avec l'opacité du calque. Ok, mode de fusion également, hein, pourquoi pas, en additif, etc., en overlay et compagnie. Donc voilà une méthode assez rapide pour obtenir des rochers comme ça polis.
mes edges sont un peu marqués. Vous voyez ces edges blancs là? Il y a une curvature dessus. Ben, rien ne vous empêche de rajouter en plus, si vous voulez, un fill layer par-dessus, qui serait dans le masque, il serait en mode en multiply, et dans ce calque de remplissage, on pourrait glisser une texture. Je vais mettre moisissure, moisture. Voilà, qui va me permettre aussi de masquer à certains endroits. Donc attention, là, tout ce qui est texture projetée, il vaut mieux se mettre en triplanaire là aussi. Je zoome un peu, bah, du coup, je mets un fort contraste pour que vous puissiez voir, mais ça va me permettre, vous voyez, de rajouter ces textures de noise par-dessus en mode de fusion de la curvature. N'oubliez pas que vous pouvez changer son échelle aussi à cette texture de bruit. Et l'opacité du calque. C'est-à-dire si vous voulez juste un peu atténuer, on va mettre 50%. Voilà la balance. Ok. Ok, donc ce qui est bien, c'est que vous faites la moindre modif dans Houdini, donc vous avez les deux softs d'ouvert évidemment. Alors imaginons, un petit CTRL-S, imaginons que je veuille maintenant plus de rochers. Alors je reviens à ma simulation, c'est-à-dire ici au DOP import. Donc c'est là où je vous rappelle, je récupère la frame qui m'intéresse pour la simulation. Enfin, je la récupère pas vraiment, mais c'est là où je récupère la simulation et en même temps je choisis un état. Bah, en fait, alors le mieux c'est quand même de revenir à la frame 1 avant de changer un paramètre. Si je prends le scatter maintenant et qu'au lieu de 4 morceaux j'en mets 6, je relance ma lecture et j'ai plus le même nombre de morceaux. Voilà, ils se sont affaissés. À cette frame, ils sont stabilisés. Bah, tout le reste du flow continue à fonctionner. Donc si je retourne à la fin de ma boucle, ça va être un tout petit peu plus long à calculer, puisque là il y a 6 morceaux maintenant à calculer au lieu d'un seul. Donc on patiente un peu. On en est déjà au morceau numéro 4, 5 et le dernier. Le flow continue à fonctionner, clip, etc. Vous voyez, hop. En fait, en gros, le polygon reduce, c'est le seul qui va avoir un problème. Parce qu'en fait, il demande toujours 2500 polygones, mais pour plus de morceaux. Donc évidemment, on a perdu en résolution par petit morceau. Donc là, on pourrait faire un calcul savant, le faire en pourcentage. Mais sinon, tout simplement aussi s'arranger à le faire à l'œil avec le Shift W avec la souris au-dessus du viewport. 2500 poly, bah en fait ça passe déjà. Primo, ça passe déjà, ça suffit. Mais en gros je pourrais ici réduire plus, réduire moins. Alors pour s'amuser, on va en mettre 2000. Ici j'ai une petite aberration. C'est étrange ce triangle qu'il a fait quand même là. Ok, alors je sais pas, là c'est peut-être que je lui laisse pas assez de triangles. Et j'ai aussi laissé le compute original. Je pourrais l'enlever, ça va l'aider à être plus libre et à faire de plus beaux triangles. Et ça conserve d'ailleurs tout à fait la forme. Regardez le high par-dessus, il n'y a rien qui dépasse, c'est bon. On réexporte les deux, ça va très vite. On retourne dans Painter, Edit, Project Config, on resélectionne le lot. C'est bon, et on relance le baking. Et le texturing va se refaire tout seul puisque il utilise les informations du baking. Donc ici, après avoir fini le baking, j'ai maintenant mes 6 morceaux avec le même matériau. Qu'on aurait tout intérêt d'ailleurs à sauvegarder sous la forme d'un smart material. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer. On passe à
une autre astuce. CTRL S. La deuxième astuce, c'est un truc que j'ai trouvé un peu par accident et que je trouve très utile. Donc si je fais une grille, de 2 par 2 par exemple, sans subdiv, de 2. Voilà, donc c'est plus une grille, c'est un quadrangle. Je l'extrude, polyextrude. De la même manière, j'ai besoin de le casser en morceaux. Fracture Voronoi. De la même manière, j'ai besoin de passer en VDB pour créer les points. VDB from polygon. Et là, malheureusement, ça va pas marcher parce que j'ai oublié un truc dans le extrude. Par défaut, il coche jamais l'output back. Donc la forme n'est pas fermée. Et une forme pas fermée, ça passe pas en voxel correctement. Donc je ferme ma forme. En plus, j'ai besoin qu'elle soit fermée. Et je scatter dans ce brouillard je scatter des points. Ces points vont me servir à casser la forme. Et j'obtiens ça. Un petit souci, c'est que il y a un petit souci. Ouais, c'est que toutes les petites cellules ont un peu la même taille. Donc en fait, le scatter, c'est parce qu'il y a du relax dessus. Le relax, ça veut dire que la distance entre les points il va essayer de faire une distance la plus proche possible. Donc il équilibre les distances. Si on réduit, vous voyez, on casse le déséquilibre et c'est intéressant. Donc je vais faire un tout petit relax. Ça me fait des morceaux de taille plus différentes. Comme ça, c'est intéressant esthétiquement. Donc après avoir fait ça, évidemment, c'est là qu'intervient l'astuce. Là, je ne vais pas faire de simulation. Je vais utiliser autre chose. Je vais utiliser le node Assemble, qui a une option intéressante. Dans le node Assemble, si vous cochez le Create Pack Primitif, vous avez vu tous les edges ont disparu. Alors, c'est pas que les pièces ne sont plus là, c'est qu'en fait, il considère qu'une pièce est égale à un point maintenant. Et en fait, on a une espèce de... comme un proxy. Un proxy sous forme de points. Et maintenant, on peut delete ces points. Et ça delete les pièces. Ça, c'est très intéressant. Donc, on fait un node delete. J'active le gizmo pour le voir. Et je ne veux pas delete le point numéro 1, 10 ou quoi que ce soit. Donc, je désactive number. Je veux delete tout ce qui est dans une boîte. Bounding box. Enable, et vous voyez j'ai une boîte qui apparaît. Je vais faire la boîte très grande sur tous les axes sauf l'axe vertical et je vais la décaler vers le haut jusqu'à ce qu'elle enlève une partie de mes éléments. Très 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 intéressant. Donc voilà pourquoi c'est très intéressant ce assemble, c'est pour faire ce genre de manip. Pourquoi pas derrière le delete refaire un autre delete, pourquoi pas. Là, j'utiliserai éventuellement non plus une boîte, mais une sphère de 1 par 1 par 1 que je vais remettre à l'origine. Et ça me permettrait, vous voyez, de faire un trou. Je pourrais éventuellement faire ce que je veux avec cette boîte. D'ailleurs, en mode gizmo, comme ça, vous pouvez la travailler, votre sphère. Vous pouvez la déplacer, la modifier. Aussi, il y a des petites poignées comme ça. Hop. Ou alors la déplacer aussi par les valeurs ici numériques. Je la laisse au centre, je vais juste l'agrandir un peu. Je clique molette sur size. Voilà. Et au lieu d'enlever ce qu'il y a au centre, je vais enlever tout ce qui n'est pas au centre. Donc je vais inverser la suppression en faisant delete non selected. Voilà ce que j'obtiens. Après avoir fait ça, je vais unpack pour récupérer mes géométries. Unpack. Voilà, je récupère mes polygones. Je les fusionne parce que la plupart du temps, après les Voronoi, tout est dissocié. Donc là, il reçoit tous les points qui sont magnétisés, tous les points qui sont les uns sur les autres, en gros à une distance, tous les points qui sont à une distance des uns des autres inférieure à ce seuil, 0,001, sont fusionnés. Là, je vais faire un VDB, from polygon. Ça va me permettre de tout souder, de faire une seule surface. Alors là, je vais être très généreux avec la subdiv 0,01. Je vais repasser en polygone avec le VDB, le convert VDB. Je vais dire refais-moi des polygones avec ces voxels.
Voilà. Donc l'intérêt, c'est que ça a tout, vous voyez, ça a unifié la surface. Ok. Donc là, bah, j'ai perdu un peu de détails. Donc en fait, mes voxels, je vais encore augmenter. Donc je vais réduire cette valeur 0,05. Voilà. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de poly, mais au moins ça respecte ma forme initiale. Je peux maintenant sharpen si j'ai envie. Le même node que tout à l'heure pour redurcir mes edges. Je fais ici, bah, je le règle mon sharpen, c'est-à-dire je vais smoother un peu pour pas que ça sharpen autant. Je vais réduire un peu le sharpen. Essayer de trouver une bonne valeur. Voilà. Ça me paraît tout à fait acceptable. De la même manière, je vais, comme tout à l'heure, transformer clip. Transforme pour abaisser ma géométrie, la déplacer sur l'axe Y et direct, juste après, il y aura le clip qui viendra supprimer tout ce qui est je vais garder donc tout ce qui est au-dessus, donc supprimer tout ce qui est en dessous de ce plan de coupe. Voilà, j'ai plus qu'à enfoncer ma géométrie sous le plan de coupe jusqu'à ce que ça me convienne, disons comme ça. Ok, super. Et bah, c'est fini en fait. À ce stade, on peut avoir notre high et notre low. Ici, j'ai déjà le high, c'est ce que j'ai sous les yeux. Donc là, c'est un peu la même chose qu'avant. High, low. On y va. On va pour le low pour réduire les polygones, polygone radius. C'est exactement la même chose. Je vais réafficher Shift W les, les edges, le shaded wireframe, donc rendu éclairé avec le wireframe. Choisir un polycount. Alors là, bah, je sais pas, c'est pas évident. On peut évidemment pas réduire non plus excessivement. Il y a un espèce de compromis à trouver. Je vais peut-être lui donner là aussi 2500 poly comme budget et afficher le high par-dessus. Ça n'a pas l'air trop mal. Je pense que je pourrais monter un peu à 3000. Ok. Euh, Reduce donc normal derrière pour recalculer les normales. Parfait. Voilà ce qu'on obtient pour le lot. Et les UV bien sûr. UV, Labs, Auto UV. Un petit CTRL S à ce stade, c'est bon. Auto UV, on affiche les UV, on vérifie. Voilà, il y a des taches rouges là, donc ça veut dire qu'il y a des overlaps. Donc on lui permet de faire plus de découpes. Et on va lui demander de recoller les morceaux pour avoir moins d'îlots. Et c'est pas trop mal. À partir de là, on fait les deux nodes FBX de sortie. FBX output. On va l'appeler plane rock underscore low. Alt glisser pour copier le node. Et je renomme le fichier en sortie plane rock underscore high. J'exporte les deux, save to disk, et je vais utiliser ce matériau. Donc je vais modifier ce document. Edit, project configuration, select, rock plane low, ouvrir. Ok. Je me suis trompé. Edit. Ça c'est celui que j'avais préparé. Rock plane. Alors c'est plane rock du coup. Plane rock low. Voilà. On bec. On bec pas évidemment le rocher sur ce truc. On va chercher le plane rock high et on bec. De la même manière, le matériau que j'ai créé tout à l'heure va s'appliquer puisqu'il utilise les données du baking. Et voilà le genre de truc qu'on peut obtenir très facilement. Ok. Ce qui est génial, c'est que comme d'habitude, c'est du Houdini, donc ça va
très très vite de faire une modif, comme par exemple rajouter un delete pour faire un trou au milieu. Rajoute un delete dans mon network. Hop, je clique ici. Je vais faire un delete non inversé cette fois pour faire un trou au milieu. Et j'ai une espèce de couronne de pierre comme ça. Pourquoi pas, hein. Je- Voilà. De la même manière, ça pourrait être un carré. Ça peut même être une forme qu'on a dessinée, puisque dans le delete, il y a la possibilité d'utiliser... Non, pardon, j'ai rien dit. C'est pas dans le delete. Il faudrait que je fasse un groupe avant. Bon, ça, je vous le montre pas, mais on pourrait. C'est pas très compliqué. Ok, size. Voilà, si on veut un truc un peu comme ça. Allez, je fais un trou, en fait, ça suffit. Je reviens à mes UV de la version low, donc on le laisse calculer la réduction de polygones. Voilà, mes UV c'est bon, il n'y a pas d'overlap. Je prends mes deux notes de sortie, je les exporte. Je retourne dans Painter, Edit, Project Configuration, Select, Plane Rock Low, Ouvrir. Je mets à jour le fichier, Baking, je relance, c'est fini. Donc voilà, c'est assez simple, assez rapide de passer comme ça de l'un à l'autre. Vous avez les deux softs ouverts, vous pouvez faire des modifs, mettre à jour dans Painter très rapidement, et puis si le matériau est procédural, comme c'est le cas ici, eh bien il s'applique directement. Eh bien voilà pour les deux petites astuces d'aujourd'hui.